Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Al Sahel. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé dernièrement au sein de l'Union des forces de progrès EFP, qui, je rappelle, traverse une crise assez profonde. La guerre est ouverte au sein du parti après l'exclusion d'un des membres, Youssef Mohamed Issa, et la suspension de deux autres, Sidinul Mohamed et la députée Kadiata Malik Diallo, pour un délai de 3 mois. Ces sanctions ont été prises par le comité permanent du parti suite à un rapport accusant les concernés de prôner la scission et le fractionnement. Les protagonistes ont étalé leurs différences sur la place publique. Réussiront-ils à laver leur linge sale à la famille ou iront-ils tout droit à l'impasse? Les jours à venir nous éclaireront. Donc pour en parler de ce sujet, j'ai invité pour vous, chers téléspectateurs, Madame la députée Kadiata Malik Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Mon confrère Korul Sneba pour m'aider à faire le tour de cette question avec votre invité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc rebonsoir Madame la députée. Au début, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Exactement, rapidement, pour les téléspectateurs qui n'ont pas les informations qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, bien sûr, selon votre... Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Je dois dire qu'à l'IFP, depuis quelques années, nous connaissons une crise interne qui est liée à la ligne du parti. Crise qui a débuté depuis 2011 avec la politique dite du Rahil, c'est-à-dire Aziz dégage, qui est prônée par l'opposition pratiquement dans sa globalité, pas l'opposition, en tout cas celle qu'on appelait l'opposition radicale. C'était au moment où il y avait le printemps arabe. Très tôt au niveau du parti, des voix se sont élevées contre cette ligne qui, nous avons pensé, était une ligne aventuriste et qui ne pouvait pas donner des succès parce que tout simplement on n'avait pas un rapport de force qui le permettait. Bien sûr, dans un début, nous avons pensé qu'il fallait laisser les gens vivre l'expérience et qu'au bout d'un certain temps, que les gens vont revenir à la raison. C'est ce qui s'est passé en fait. Mais au niveau de l'UFP particulièrement, il y avait des gens qui étaient particulièrement absorbés ou portés vers cette ligne. Et c'est particulièrement le président Mohamed Mouloud et d'autres cadres dirigeants. L'UFP avait donc réussi même à un moment donné à convaincre ses alliés de l'opposition de revoir cette ligne. Mais c'est sous l'insistance d'une partie de l'UFP que cette politique a été poursuivie. Elle a bien sûr échoué, parce que de toutes les façons, Aziz, on n'a pas pu faire dégager Aziz, il est resté pendant tout le temps. Cette ligne aventuriste du Rahil, c'est elle qui a conduit au boycott des élections de 2013. Donc c'est le début en fait de malgré parti quartier de sa qu'il ligne y a eu le congrès de l'UFP qui a réaffirmé sa ligne en 2012, sa ligne qui détermine sa stratégie et son objectif stratégique, objectif qui dit clairement que l'UFP cherche à conquérir le pouvoir par la voie des urnes et que cela passe par l'accumulation des forces. C'est ce que l'UFP a expérimenté depuis son existence en 1999 où elle a participé à elle seule aux élections municipales de 1999. Et elle n'a eu comme résultat qu'une mairie rurale et un conseiller municipal, peut-être 2 ou 3 conseillers à l'intérieur, mais un conseiller municipal à Nouakchott. C'était le seul conseil.
En 2001, l'UFP a participé et toutes les autres forces politiques ont participé. Et en ce moment, il y avait bien sûr une amélioration dans le code électoral. L'UFP a pu remporter 3 députés et elle a pu avoir 5 à 6 mairies, dont Bogué. 5 mairies, oui. En 2006, elle a aussi participé avec toutes les forces politiques. Elle a pu obtenir 10 ou 11 mairies avec 9 députés et un sénateur. Et donc, nous avons pensé que si on devait faire le tracé de l'UFP, il avait une courbe ascendante. En 2013, il y a eu le boycott. Je dis bien que c'est cette ligne qui a été suivie et qui a été réaffirmée en 2012 au Congrès. Donc, une remise en cause de la politique de Rahil. Et donc, en 2013, et bien sûr, j'ai entendu qu'on a évoqué une résolution qui a été adoptée par le Congrès pour justifier le boycott. Or, cette résolution, ce qu'elle disait clairement, et vous pouvez d'ailleurs voir cette résolution, ce qu'elle disait clairement, c'est que l'UFP va s'opposer avec, elle invitait l'ensemble des acteurs à s'opposer à la gestion unilatérale du processus. Je ne sais pas si s'opposer à la gestion unilatérale du processus veut dire boycott. Mais toujours est-il que la direction de l'UFP a poussé le parti à aller au boycott contre l'avis de toutes ces bases. Et vous vous rappelez qu'en 2013, lorsque la décision de boycott a été prise, beaucoup de communes qui étaient entre les mains de l'UFP, les gens se sont portés candidats au nom de d'autres partis. Et quel est le sens d'un boycott si vos bases vont participer? Même vos propres bases n'appliquent pas votre mot d'ordre. À plus forte raison, les électeurs, à plus forte raison, les populations simples. Donc, c'était de dire qu'on va au boycott alors que les bases participent. Et c'est ce qui a amené les bases à quitter l'UFP parce qu'elles sont présentées au nom d'autres partis. Une fois que vous allez vers un autre parti, vous portez ces couleurs, vous adhérez à ce parti, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Et nous savons aussi les manœuvres. On parle d'une majorité qui a décidé du boycott. Il y a eu beaucoup de manœuvres. La première manœuvre, c'est que le comité permanent de l'UFP était en réunion. C'était à 2 jours du dépôt, de la fin du dépôt des listes municipales. Le comité permanent de l'UFP était en réunion pour prendre une décision. Le président du parti nous a laissé en réunion et il est allé à la CODE, la coordination de l'opposition. Et nous avons suspendu la réunion parce que nous ne pouvions pas prendre la décision en son absence. Et à notre grande surprise, le lendemain matin, très tôt, par la voie de la presse, par les radios, nous avons appris que la CODE a décidé de boycotter les élections, à l'exception de Tawassou. Alors que nous, comité permanent, nous étions en réunion. Et quand il est revenu le lendemain, nous lui avons dit que nous n'étions pas d'accord sur cette position. Et nous avons décidé que nous allions déposer les listes municipales. C'était le dernier jour. Et toutes nos bases, là où effectivement nous avons des bases, bien sûr, il y a beaucoup de zones où on n'a pas de présence. Là, les gens ne cherchaient pas à participer. Mais là où on avait sérieusement des chances d'avoir quelque chose, les gens avaient leur liste en main et n'attendaient que le dépôt. Et lorsque ce soir-là, le comité permanent a décidé que les gens doivent déposer, c'est entre 22h ou 23h et minuit. Et c'était la course pour que tout le monde dépose. Et le dépôt a été fait. Le bureau exécutif, qui est l'instance de décision, parce que si on ne déposait pas ce soir-là, alors on ne pouvait plus discuter, la discussion n'avait plus d'objet. Mais lorsqu'on a déposé, alors on a convoqué le bureau exécutif. Il y a eu un débat au niveau du bureau exécutif pendant 3 jours. Et à la fin du débat, le président nous a dit qu'il va se retirer de la réunion, mais qu'il nous fait comprendre que si la décision devait être la participation, cela aurait des conséquences organisationnelles. Voilà le mot qu'il nous a dit.
et il s'est retiré. Et nous avons constitué une commission. Et les membres de la commission étaient 5, moi je faisais partie. Nous nous sommes retirés pour voir si on pouvait trouver une solution de compromis parce que nos bases et la moitié de la direction étaient pour la participation. Et en ce moment, 2 membres de cette commission qui sont assez proches du président, et ils savent bien de quoi je parle, m'ont dit que le problème n'est plus un problème de participation ou de boycott, mais que est-ce qu'on était prêt à se séparer de Mohamed Ould Mouloud? Parce que si on décide de la participation, il va démissionner. Et moi, nous étions 2 sur 5 à être pour la participation, les 3 autres étaient pour le boycott. Et moi, j'ai repris alors pour dire que si c'est maintenant ça, c'est sur la balance, la démission de Mohamed Mouloud ou la participation. Alors moi qui étais fervent défenseur de la participation, j'ai dit que je vais appeler les gens au boycott. Et qu'on allait trouver une solution pour laisser les bases qui tiennent à participer, comme on ne peut pas les retenir, on va leur trouver une formule par laquelle ils pourront participer aux élections. C'était absurde, bien sûr. C'était absurde qu'un parti dise que je vais aller au boycott, mais que je vais permettre à mes bases d'aller participer. Alors, nous sommes revenus à la plénière du bureau exécutif et j'ai moi-même dit que nous avons trouvé une solution et qu'il fallait, j'ai appelé les gens à voter pour le boycott. Et moi-même, j'ai voté pour le boycott. Voilà comment la décision du boycott est arrivée et on va nous dire que c'est par la majorité, mais vous comprenez comment on a pu arracher cette... Donc ici, vous avez réussi à surmonter cette crise, en fait, qui menaçait... Bon, ça c'était... Vous menacez l'implosion. Oui, on avait... Moi, ça me faisait peur que ce jour-là, que l'UFP se réveille avec une démission de Mohamed Ould Mouloud. Alors, on est allé au boycott. Et après les élections, il fallait faire le bilan. Mais nous sommes restés pratiquement 1 an sans pouvoir faire de bilan. Et même jusqu'à ce jour, nous sommes restés avec les mêmes divergences. Nous considérons que cette politique de boycott a été ruineuse pour le parti. Eux considéraient que c'était la meilleure formule de mettre la pression sur le pouvoir et d'arracher des concessions. Nous n'avons pas vu de concession de la part de Abdelaziz et nous avons perdu nos bases. Et depuis lors, il s'est établi au niveau du parti comme 2 blocs compacts. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la crise. Et je ne peux pas vous citer toutes les étapes où il y a eu des crises, mais au moins, il y a une qui a été révélée au public. Vous êtes revenu sur l'historique. Voilà, une c'était la crise de 2018 avec l'histoire des jeunes. Et avec l'histoire des jeunes qui ont, tout le monde le sait, avaient publié une déclaration pour prendre le contre-pied d'une déclaration faite par le président. C'était une faute organisationnelle. Mais une déclaration faite par le président, dans quel cadre en fait? Les jeunes se sont exprimés en leur nom d'ailleurs, parce qu'ils ont signé par leur nom. Et ils ont dit que ce que Mohamed Mouloud a déclaré sur la laïcité n'était pas la ligne de l'UFP. Alors, ça a été un problème. Mohamed Mouloud a décidé avec d'autres qu'il fallait que ces jeunes soient sanctionnés. C'est-à-dire qu'il fallait que les jeunes fassent une autre déclaration pour se dédire. Et nous avons dit que ce n'était pas dans les pratiques de l'UFP. Dans les pratiques de l'UFP, quand quelqu'un commet une erreur ou une faute, il est écouté, il est critiqué et on lui demande de faire son autocritique. Et il y a eu, au niveau de l'UFP, des questions beaucoup plus graves qui se sont produites avec des éléments beaucoup plus responsables que ces jeunes-là au niveau du parti, mais on n'a pas dépassé la critique et l'autocritique interne. Et nous leur avons dit que ça devait être appliqué aux jeunes. Et ça a occasionné une crise profonde. Nous allons bien sûr revenir à toutes ces secousses. Mais la dernière secousse aussi la plus grave, c'est les élections de 2019. Sachant que l'opposition n'avait pas de chance lorsqu'elle allait en rang dispersé, nous avons prôné une candidature unique de l'opposition. Elle n'a pas pu aboutir.
Nous pensons que l'UFP a une part de responsabilité. Mais nous étions aussi sûrs que de toutes les façons, dès le départ, certains de nos camarades, ceux qui étaient toujours alliés à Mohamed Mouloud, ou le supportaient, tenaient à ce qu'il soit candidat. Ils ont cherché à ce qu'il soit candidat de l'opposition. Ça n'a pas marché. Alors il fallait coûte que coûte qu'il se présente. Or nous savions que ça ne pouvait aboutir qu'à cette débâcle. Et nous nous sommes opposés à ça en interne. Et finalement, c'est la majorité qui a tranché. Il a été porté candidat et nous avons eu. Vous avez suivi Nous avons suivi moi-même. Je suis allé battre campagne partout où je pouvais le faire. Mais le résultat, il est là. Voilà, donc merci pour cette historique rapide, un résumé rapide des dernières secousses qu'a subi le parti. Donc si vous avez une question, parce que là on va rentrer dans les détails, il faut s'expliquer. Oui, merci beaucoup, Madame Kadeta. Bonsoir. Effectivement, comme a dit Ahmed, c'était édifiant par rapport à cette crise qui est en train de secouer malheureusement l'UFP. Moi, je voudrais simplement revenir un peu sur ce que vous aviez dit, parce que moi, ce que j'avais comme information, je n'avais pas... Pour moi, les premières frictions, comme vous venez de le dire, ont commencé depuis ces fameux Aziz Degage en 2011. Moi, ce que j'avais comme information, c'est que les premières frictions ont commencé en 2013, à l'occasion des élections municipales, où il y a eu le boycott. C'est le résultat de la stratégie d'Aziz Degage. En fait, voilà, il y a eu le boycott. Oui, ensuite, c'est bien ce que c'est le résultat. Je comprends. Et ensuite, il y a eu aussi selon madame. Une autre crise un peu. Et tout ça a été lavé en famille. Il y a eu, vous n'en avez pas parlé, ça vous avez oublié, le choix en 2018, le choix des candidats du parti. Et ensuite, il y a eu cette fameuse goutte qui a fait déverser le vase à travers peut-être la candidature du président Mohamed Mouloud à la présidentielle du 22 juin dernier. Mais ce que je voudrais ici vous demander, madame, c'est que vous avez dit que c'était une candidature suicidaire. Sur quoi vous êtes fondé en termes d'éléments objectifs pour arriver à cette conclusion? Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'était un peu précipité de le dire? Est-ce que ça ne pouvait pas faire tomber des cartes? Est-ce que ça ne pouvait pas décourager vos camarades que de dire ça bien avant même l'élection présidentielle? Mais moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est quels sont les éléments objectifs sur lesquels vous êtes fondé pour dire, comme vous avez dit ça en 2013, vous avez utilisé des expressions comme ça, aventuriste, suicidaire, pour le boycott en 2013. Et cette fois-ci, vous avez dit que c'était vraiment une option suicidaire. Les éléments objectifs sur lesquels vous êtes fondé pour dire ça. D'abord, je voulais juste dire un mot sur les élections de 2018. Par rapport au choix le choix des candidats. Voilà. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'était pour la liste de Nouakchott. La liste de Nouakchott devait être proposée par la fédération de Nouakchott, ou les fédérations de Nouakchott. Et comme d'ailleurs toutes les autres listes locales. Dans un premier temps, Mohamed Mouloud et ceux qui sont toujours avec lui avaient dit que la liste de Nouakchott devait être classée comme les deux listes nationales. C'est-à-dire que c'est la direction du parti qui devait les choisir. Nous avons dit que c'est empiéter sur les prérogatives des fédérations de Nouakchott. Donc il fallait que les fédérations fassent leurs propositions comme partout ailleurs. Ça a été un combat finalement, ils ont laissé le soin à la fédération. La fédération est constituée par 9 sections et 3 secrétaires fédéraux, donc 12 au total. Alors, sur ces 12, 8, c'est-à-dire 6 sections et 2 secrétaires fédéraux ont proposé que ce soit Bedreddine qui soit porté sur la tête de la liste. Les 3 autres sections et 1 des fédéraux ont demandé à ce que Khalil Oulded soit porté tête de liste. Et finalement, donc, c'est la règle de la majorité, c'est Bedreddine qui a été proposé. Arrivé au niveau du comité permanent, sans transition, une commission a été mise sur pied. Elle a gommé le nom de Bedreddine et l'a fait remplacer par Khalil. Comment nommer? Gommer comment? Gommer, c'est-à-dire qu'il y avait, il y a une commission de désignation du comité permanent qui devait proposer les listes nationales, la liste nationale mixte et la liste des femmes. Alors, ils ont dit que les listes, de toutes les façons, les députés, le comité permanent doit toujours avoir son mot à dire. Mais partout ailleurs,
les gens se sont présentés, même des fois sans que le parti ne soit... Mais ça, c'est un rebondissement de ce qu'eux appellent votre front, entre guillemets. Non, mais c'était... Non, on n'a pas fait une fronde, nous. Non, mais bon, entre guillemets, bien sûr, appelez fronde parce que... Non, la fronde, c'était avant, si vous parlez de fronde. Oui, mais justement, j'ai dit rebondissement de la fronde. Non, il ne s'agissait pas d'un rebondissement. Là, c'est en 2018. Non, je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un rebondissement parce que nous n'avons pas fait de cela un problème. Les gens de Nouakchott ont protesté. Ils ont écrit... Et pour eux, vous voulez forcer un peu au profit de choix sur Comment? Pour eux, vous avez voulu forcer sur le choix de Moussa. Moi, quelle force, non. Ceux qui étaient chargés de faire la proposition, c'est la fédération de Nouakchott. Je vous ai dit qu'en termes de pourcentage, il y a eu 2 propositions, Khalilou et Bedreddine. Bedreddine a recueilli 8 voix. Sur 12, Khalilou a recueilli 4 voix. Donc c'est Bedreddine qui est passé. Arrivé au niveau du comité permanent, sans même discuter avec les gens de Nouakchott, pour leur demander, au moins pour qu'ils se comprennent, le comité permanent a décidé que c'est Khalilou qui va être tête de liste de Nouakchott. Et quand ils ont eu la réaction des gens de Nouakchott, mais nous, membres du comité permanent, qui étions favorables à ce que ce soit Bedreddine, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord sur ça, mais la majorité du comité permanent a décidé que c'est Khalilou et c'est Khalilou qui a été tête de liste. Pour autant, il n'y a eu aucune fronde. Bedreddine n'a rien fait. Il aurait pu, comme tout le monde en Mauritanie, aller chercher un parti et se porter candidat. Il ne va pas le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui le lui ont proposé. Il dit qu'il ne se présentera qu'au nom de son parti ou il ne se présente pas. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui, il n'y a eu aucun problème. Maintenant, je reviens sur votre question. Sur quoi je me suis fondée en le disant. D'abord, je vous dis le contexte dans lequel je l'ai dit. Je l'ai dit lorsque, au niveau du comité permanent, il y a eu le débat sur la candidature de Mohamed Mouloud. Il y a eu 12 qui étaient pour sa candidature et 10 qui n'ont même pas participé au vote, qui ont refusé de participer au vote, parce qu'il y avait encore d'autres problèmes qui étaient posés. Justement. Mais le débat, dans tous les cas, c'était pour ou contre la candidature. Mais le comité permanent n'est qu'une permanence. Ce n'est pas une instance, le comité permanent. L'instance, c'est le bureau exécutif qui doit trancher. Alors, il fallait que cette proposition, dans le cadre, au sein du parti, c'est encore en débat, tant que l'instance n'a pas tranché. Donc, il fallait attendre que le bureau exécutif tranche pour que Mohamed Mouloud soit officiellement candidat. Mais dès que le comité permanent a décidé de porter la proposition, alors tous... Avec 12 voix. 12 voix contre 10. Alors, ils se sont tous rués vers les réseaux sociaux pour déclarer que Mohamed Mouloud est proposé candidat. Et Mohamed Mouloud et eux, ils ont justement engagé la campagne déjà, en allant contacter des personnalités pour leur dire qu'il est candidat et qu'ils sollicitent leur soutien, en faisant des communiqués. Et ils sont allés jusqu'à proposer la date du meeting d'investiture et la place. Ça a été annoncé. La date de l'annonce de la candidature. Oui. Ça veut dire qu'ils sont déjà en campagne. Ils sont déjà en campagne et ils sont non. Alors que l'objectif n'a pas encore tranché. Alors que la candidature, c'est déjà l'objet de divergence. C'est un débat. Chacun va défendre son point de vue. Si vous allez dire à la place publique que Mohamed Mouloud est présenté et qu'il y aura même un meeting d'investiture le 6 avril à la place Ibn Abbas, alors ça veut dire que vous nous mettez devant le fait accompli. Et moi, j'ai une position contraire. Pour moi, Mohamed Mouloud ne devait pas être candidat. Justement, alors c'est en ce moment que j'ai écrit que j'espère me tromper, mais que si Mohamed Mouloud se porte candidat au nom de l'UFP, parce que c'est de cela qu'il s'agissait, je pense que c'est une candidature suicidaire. Sur quoi je me base? Je me base sur le fait que l'UFP avait perdu et beaucoup de terrain. 0 maire, 3 députés à la proportionnelle. Et nous avons vu les résultats de 2018. 0 maire, 3 à la proportionnelle, alors que la proportionnelle était élargie. Il y avait beaucoup de circonscriptions. Il était facile d'avoir et il n'a pas eu. Et ça montre
Et Mohamed Mouloud a eu 2, un pourcentage très faible. Mais bon, je vous dis que non, ça c'est l'UFPL. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus l'UFP, c'est au nom de l'UFP, mais c'est les Mauritaniens qui votent. Oui, mais justement les candidatures, la candidature de Mohamed Mouloud, moi je savais qu'elle n'était pas porteuse de voix. D'autant plus qu'il y avait une situation. Nous savons qu'il y avait déjà des candidatures déclarées. Ce ne sont pas des candidatures de l'opposition. Non, les autres c'était des candidatures de l'opposition. Pour vous, voilà, donc c'est ça. C'était des candidatures de l'opposition. Pour moi, un candidat unique pour l'opposition, c'est qui n'a pas eu lieu. Non, cela n'a pas eu lieu. Donc l'opposition, elle est en rang dispersé. Chaque candidat porté par une aile de l'opposition est un candidat de l'opposition. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu les résultats, ils se sont tous retrouvés. Bien sûr. Ils se sont retrouvés comme étant les candidats de l'opposition. Donc au départ, ils étaient candidats de l'opposition. Donc on ne peut pas dire avant ils n'étaient pas candidats de l'opposition, après ils sont devenus candidats de l'opposition. Oui, mais vous, dans votre groupe, vous étiez contre les candidatures au nom de l'IFP. Parce que nous savions qu'elle était sans lendemain, qu'elle allait échouer lamentablement. Mais comment ça a échoué? Elle a échoué. Mais elle va échouer parce que nous savions déjà, nous voyons que les populations, on avait vu la candidature de Biram Daoulabi. Nous avons vu ce qu'elle a suscité comme élan au niveau des populations. Et on avait bien dit qu'aujourd'hui, les populations opprimées ne voyaient plus Biram comme étant leur défenseur, comme un candidat qui portait leur... Donc vous défendez au sein de l'IFP donner l'ordre de vote à Biram Daoulabi. Je n'avais pas de choix a priori par rapport à X ou Y. Mais pour moi, quelle que soit la situation, la candidature de Mohamed Mouloud ne pouvait pas être porteuse, elle allait être tout simplement... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous appelez porteuse? Il a eu 2,2%. Mais pour moi, oui. Ça toujours, alors, vous pensez-vous que 2,4% est un résultat acceptable? Mais il avait eu que le résultat avant. Ils ont expliqué ça après. Ils ont dit que c'est parce que le gouvernement mauritanien... Non, mais on ne parle même pas de ça. Avant, il a eu que le résultat avant. Donné un résultat... Mais vous n'avez jamais... Qu'ils ont été victimes de... Comment ça? Ce n'est pas la première fois. Excusez-moi, mais ce n'est pas la première fois que Mohamed Mouloud se présente comme candidat. Je vais vous dire quand est-ce qu'il s'est présenté. Il s'est présenté la première fois en 2007. Il a eu combien? Il a eu 4%. Alors, mais ces 4%, oui, mais ces 4% ont été aussi décevants. Ben justement, donc c'était aussi rien de vraiment nouveau. Non, mais c'est pourquoi, justement, pourquoi aller d'échec en échec? Donc vous ne vouliez pas de candidature au nom de l'IFP? Non, on ne voulait pas parce qu'elle était ridicule. Vous ne semblez pas partager. Justement. Ils ont avancé pour parce que pour vous donner raison. J'entends... Non, justement, pour vous donner raison, je récapitule exactement ce qu'il voulait dire, parce que pour vous donner raison sur cette candidature suicidaire que vous avez avancée, vous avez presque reconnu les résultats globalement, vous avez dit qu'ils sont globalement conformes à la réalité. Ce que les gens de l'opposition, et l'IFP bien sûr en premier, n'ont pas bien aimé. Moi, voilà ce que j'ai justifié. Moi, ce que j'ai rien justifié. Parce qu'ils voulaient dénoncer un hold-up électoral et vous dites non. Oui, ils justifient quoi? Le résultat. C'est ridicule pour moi. Mais pourquoi c'est ridicule pour moi qu'ils disent que c'est la fraude ou que c'est le pouvoir qui a donné 2%. Comment on peut justifier ça? Comment on peut l'expliquer? Mais votre parti est en train de dénoncer un hold-up électoral et vous vous dites non, les résultats, ça s'est bien passé. Mais quand vous dites que c'est un hold-up électoral, c'est à vous accuser. C'est à vous de fournir les preuves. Mais vous faites monter la tension quand même. Vous faites monter la tension qui existe déjà. Mais la tension, moi, je n'ai pas à faire monter ou à faire descendre la tension. Moi, j'analyse des résultats. Je sais qu'il y a eu des candidats de l'opposition. Et je sais que les candidats qui dérangeaient le plus le pouvoir, c'était Biram, c'était la CVE, Boubacar et Kanhamidou Baba. Et d'ailleurs, la campagne du pouvoir ciblait ces trois candidats, Boubacar, Biram et Kanhamidou. Et pourquoi il n'a pas ciblé? Je n'ai pas senti un ciblage particulier. Et parce que tout simplement, je sais aussi que le pouvoir ne donnait pas de poids à la candidature de Mohamed Mouloud. Ça, c'est la réalité. Mais ce que vous êtes en train de dire, Madame la députée, c'est que vous estimez en fait que le poids, le vrai poids de Mohamed Mouloud, c'est exactement conforme à ces Moi, je dis que quand on dit que c'est la fraude a frappé tous les candidats de l'opposition. Il n'y a pas un seul qui a été... Mais quand on a Mouloud et Dada, malgré tout, il y a eu 48%. Mouloud et Dada sur un plateau d'argent pour le pouvoir, c'est quand même... Oui, il faut les enchaîner. Mais il faut me dire
qu'est-ce que le pouvoir a fait. Ne me dites pas tout simplement que le pouvoir a dit, voilà, Mohamed Mouloudou, vous avez dit. Moi, je vous dis, j'ai été à Sebkha. J'ai été à Sebkha et j'ai organisé les bureaux de vote pour l'UFP, pour le candidat Mohamed Mouloudou. J'ai eu des représentants dans tous les bureaux de vote. Et je voudrais qu'on me demande sur cette Madame la députée, vos déclarations sont nuisibles. Mais laissez-moi vous dire que si dire la vérité ou dire la réalité nuit à quelqu'un, ben ça n'a qu'à le tuer. Parce que la vérité, c'est la seule chose qui compte. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir pour plaire à quelqu'un. Et je ne le ferai pas. Votre camarade, le vice-président de l'IFP, le professeur Logromont, a justifié le boycott de 2013. Bien sûr. A justifié le choix des candidats, a justifié la candidature du président Mohamed Mouloudou en disant ceci. En disant que le boycott, c'était à la suite d'une résolution du Congrès, d'ailleurs vous en avez parlé, adoptée en 2012 et qui est conforme à l'option de l'opposition dont vous faites partie. Pour le choix des candidats et candidature de Mohamed Mouloudou à la présidence, ce sont des décisions, il dit, qui ont été prises par les instances du parti, conformément à ses règles de fonctionnement. Et pour lui, il dit que la sortie de cette crise-là, dans laquelle se débat le parti actuellement, passe par le respect des textes et la discipline. Oui. Ça veut dire, de façon un peu plus claire, que vous n'êtes simplement pas discipliné et que vous ne respectez pas les textes. Vous lui avez déjà répondu, oui. J'ai déjà apporté la réponse. Justement, c'est que le Congrès ne décide pas du boycott ou de la participation. Pour un constitutionnaliste comme lui, mais il n'a qu'à être constitutionnaliste, mais moi aussi je connais les textes de l'UFP. Ce n'est pas, le Congrès ne détermine jamais ces questions, ce sont des questions d'ordre tactique. C'est le bureau exécutif qui en a la charge. C'est la raison pour laquelle le bureau exécutif est convoqué. Si on allait se limiter à ça, et je vous dis que je peux vous donner la résolution. La résolution, elle dit qu'on va s'opposer, que l'UFP va s'opposer à la gestion unilatérale du processus comme Abdelaziz avait voulu le faire en 2009, et le 6-6-2009, et que l'opposition a mis en échec cette tentative. Et que de la même manière, on va s'opposer à ça pour le mettre aussi en échec. Mais s'opposer à ça, c'est quoi? C'est aller au boycott. Aller au boycott alors que vos masses, vos militants vont tous aller voter. Vous appelez un mot d'ordre que personne ne peut respecter. Ce n'est pas ça. Oui, mais c'est une tactique politique. Elle est erronée. Une tactique, vous n'êtes pas d'accord, mais justement, c'est pour ça. Comment elle est erronée de toutes les façons. Moi, je vous ai dit, relater les conditions dans lesquelles la décision a été prise, avec des manœuvres. Mais malgré tout, moi, j'ai dit que j'ai voté pour le boycott, pas parce que je suis convaincu. Non, mais parce que vous ne voulez pas que le président démissionne. Voilà. Justement, maintenant, il y a eu effectivement une décision de la majorité. Mais je dis que après, lorsqu'il y a eu ce boycott, c'est toute la Mauritanie aujourd'hui et tous les leaders de l'opposition qui étaient au boycott avaient reconnu que c'était une erreur. Oui, mais ça, c'est facile, c'est facile. C'est pas facile. Ce n'est pas, oui, dit comme ça, c'est assez facile, parce que le boycott a toujours été aussi, a donné aussi... Non, moi je ne parle pas de tous les boycotts, oui. Je parle du boycott des élections de 2013. Ahmed Ould Daddah a dit que c'était une erreur. Non, mais pour eux, vous boycottez parce que vous, justement, c'est ça le problème, c'est que vous... Parce que vous voulez toujours construire votre poste. C'est tout. Vous voulez participer parce que vous voulez construire votre poste de député, votre poste de maire. Si c'est seulement ça que je voulais. Non, mais... Si c'est seulement ça que je voulais, vous pensez que je n'aurais pas pu me présenter en 2013 et avoir un poste de député? Mais présenter au nom de quoi? Mais n'importe quoi. Si c'est seulement le poste qui m'intéresse. Mais moi, j'ai dit... Non, moi, j'ai dit que j'ai renoncé à ma position de boycott pour que Mohamed Mouloudou. Oui, mais ça, c'est... Oui, justement. Parce que là, ce n'est plus moi. Justement. Mais ce n'est plus moi. Moi, si j'étais comme lui, je n'avais qu'à dire, si vous ne participez pas, moi, je démissionne. Mais vous étiez bâti déjà 3 contre 2, donc c'était pas ça. Comment ça? Vous êtes au bureau exécutif, vous avez dit que pour le boycott. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit à la commission. Justement. La commission des 5, dans sa composition, 3 étaient pour le boycott. Justement, et 2 étaient contre. Mais ce n'est pas ça le problème. On n'était plus dans un rapport de force parce qu'on cherchait un compromis. On cherchait une position de compromis pour sortir de la situation. Ah ben justement, dans une situation de compromis, mais il n'y a plus là un rapport de force. Il n'y a plus là un rapport de force. Pour revenir à Gromont,
pour lui, la crise ne semble pas être très profonde parce qu'il dit qu'il s'agit juste, qu'il faille juste respecter les textes et la discipline. Ça veut dire que, Madame la députée... C'est que vous, on n'a pas dit que dans la discipline, le premier acte d'indiscipline, c'est d'abandonner la ligne du parti. C'est le premier acte qui est cité dans les statuts du parti. Oui, mais justement, qui a abandonné la ligne du parti? Il n'a pas respecté les textes du parti. C'est Mohamed Mouloud et Gourmont et les autres, cette majorité mécanique au niveau du comité permanent, depuis des années maintenant, qui a dévié de cette ligne, qui a abandonné la ligne du Congrès pour la faire remplacer par une ligne aventuriste et dont les dégâts sont aujourd'hui là. Donc ce sont eux les maîtres du jeu, en fait, au niveau de l'AFP? Mais bien sûr, parce que c'est la direction qui décide tout. Même quand les bases ne sont pas d'accord, ne respectent pas l'avis des bases. C'est bien sûr ça. Donc, mais comme ça, excusez-moi, mais comme ça, comment vous répondez à ceux qui, pour eux, en fait, quand on est... Parce que, à vous entendre, vous êtes contre. Et donc, quand on est dans un parti, où on n'est pas d'accord avec cette ligne, on accepte ou on démissionne. Il n'y a pas d'autre solution. Mais la démission, c'est facile à dire. Oui, je sais que c'est facile à dire, mais comment vous répondez à ceux qui le disent? Je réponds toujours par le fait que celui qui a échoué, c'est d'abord lui qui doit démissionner. C'est lui qui a échoué et qui a fait échouer le parti. C'est lui d'abord qui doit penser à la démission. Pourquoi voudrait-il que moi, qui considère que la ligne du parti a été abandonnée, que je démissionne? Alors que lui qui a échoué et qui a fait échouer le parti, il n'a pas pensé à la démission. Mais comment nous expliquer à nous autres, en fait, rapidement, mais vraiment de façon extrêmement simple, comment se fait-il que vous, Kadiatia, et M. Moustapha Al-Bedreddine, vous devenez en fait les plus sévères à l'endroit du chef de ce parti? Est-ce que lui n'est pas sévère avec nous en nous taxant d'être des agents du pouvoir? Ce n'est pas un communiqué de l'UFP qui nous a taxés d'être des agents du pouvoir. Ce n'est pas les déclarations sur Facebook de dirigeants, genre Gourmont, genre Maréga de France, qui nous taxent d'être des gens qui sont chargés de blanchir le hold-up électoral. Moi, je ne vais pas les agresser à tel point. Dans la décision du comité permanent, on parle de divisionnisme et de manque de discipline. Oui, moi, je parle de déviationniste. Quand ils me disent que je suis fractionniste, parce que j'explique maintenant sur la place publique la situation du parti et je donne mes explications sur cette situation de déliquescence de l'UFP. Je l'explique par la ligne qui a été suivie. Je pense c'est quand on a abandonné la ligne juste qu'on en est arrivé à cette situation. À partir de quand exactement, précisément, à partir de quelle date précisément, vous pensez que le parti a commencé à dévier? Est-ce qu'il y a eu des intrusions? Est-ce qu'il y a eu des hommes ou des femmes qui sont venus entrer au parti et qui ont occasionné... Je n'accuserai pas des gens qui sont venus... À partir de quand exactement? De quelle année? Quelle année on a commencé à dévier? Ou de quel acte? Les actes, je vous ai dit, que la ligne du Rahil n'était pas conforme avec la ligne stratégique de l'UFP. Ensuite... Mais ceux qui étaient pour la ligne, pour cette... C'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. À quelques exceptions. Vraiment, je sais que Gourmont n'était pas d'accord avec la ligne du Rahil. Est-ce qu'il y a au sein de l'UFP, qui est un parti de progressistes, de vieux camarades qui ont milité pour les grandes causes et pour les bonnes causes? Est-ce que maintenant l'UFP, est-ce qu'il y a des senteurs de tribalisme ou de népotisme? Non, je ne dirais pas ça, moi. Je ne dirais pas ça. Moi, je sais tout simplement qu'il y a des camarades qui ont changé de comportement. Qui ont abandonné la ligne, qui ont abandonné, et ce n'est pas seulement que le boycott ou la participation, même par rapport à toutes les questions fondamentales sur lesquelles l'UFP était à cheval. Je sais que toutes ces questions sont maintenant pratiquement inconnues. L'UFP est devenue inaudible par rapport à beaucoup de questions. En 2013, vous avez parlé du choix des collants d'une option aventuriste. En 2019, dans le suicide politique, en parlant de la candidature. Échec électoral. N'est-ce pas, à mon avis, est-ce que ce n'est pas un peu inamical, voire même discourtois, de parler comme ça des choix de vieux camarades avec qui on a... D'abord, à quel moment je me suis exprimé? Moi, je me suis tue pendant 5 à 6 ans.
Quand on a dit qu'il fallait s'engager dans le Rahil, je manifestais avec tout le monde, sans jamais dire que j'étais opposé. Quand je suis à l'UFP, je donne mon point de vue, à l'extérieur, je ne le donnais pas. Quand il y a eu le boycott, j'ai défendu le boycott et j'ai fini par voter, plutôt la participation, j'ai fini par voter, vous savez dans quelles conditions, le boycott. Malgré tout, je n'ai jamais été dans un média, et j'ai fait beaucoup de médias, et j'ai toujours défendu le boycott comme position du parti. Quand il y a eu la candidature de Mohamedoul Mouloud, je l'ai défendu. Et tout le monde le sait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que Mohamedoul Mouloud réussisse. Parce que même si Mohamed Mouloud n'avait pas de soutien dès que c'est la décision du parti, je me soumets et j'exécute. Mais il arrive des moments où on ne peut plus continuer. On ne peut pas arriver au fond du puits, continuer à dire que non, je suis en surface. Non, ce n'est pas possible. Mais quand vous parlez de fond de puits, cette situation, mais c'est la situation catastrophique aujourd'hui de l'IFP. Mais elle est catastrophique en quoi? Elle est catastrophique parce que l'IFP, qui était un parti qui avait quand même des bases aujourd'hui, a perdu toutes ses bases. Mais vous avez perdu vos bases quand vous avez quitté quand l'IFD s'est scindé en deux partis. Non, quand l'IFD s'est scindé en UFD 1, UFD 2, je regrette en ce moment, nous n'avons pas du tout perdu une seule de nos bases. Ça ressemble exactement à ce qui s'est passé. Pas du tout. Alors, lorsque nous avons rompu avec Ahmed Ould Daddah. Avec l'autre. Oui, avec Ahmed Ould Daddah, je dirais, parce que c'était l'UFD. Nous avions la majorité parce que nous avons organisé un congrès extraordinaire. Oui, bon, il y avait UFD 1, UFD 2, RFD, UFP. Mais si nous avons pu organiser un congrès extraordinaire, c'est quand même sorti moins fort, c'est normal, parce que c'est un grand parti. Bien sûr, quand on est ensemble, dès qu'il y a une scission, on est moins fort, ça c'est évident. Mais si ça doit arriver aussi, ça arrive, parce que de toutes les façons, mais là, vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de camoufler leur trahison depuis plusieurs années. Ça commence quand même à être... Moi, je l'ai dénoncé en interne. C'est pas du tout amical. Mais ce qui n'est pas amical, ce qui n'est pas bon, c'est l'UFP d'abord, c'est de liquider l'UFP. C'est ça qui n'est pas bon. Vous pensez qu'ils sont en train de liquider ce parti? Ce n'est pas que moi je dise qu'il y a une ligne qui est aventureuse ou que des camarades ont suivi cette ligne. Ce qui est grave, c'est de liquider l'UFP. Et que d'autres partis politiques sont en train de récupérer en fait les électeurs de l'UFP. C'est après coup d'ailleurs, parce que l'élection présidentielle maintenant est terminée. Si on considère que l'UFP n'avait pas présenté de candidat et que l'opposition était dans la perspective de choisir un candidat unique, quel allait être votre choix aller vers qui? Moi, mon choix allait être mon choix allait être un choix du candidat quel qu'il soit, qui puisse rassembler l'opposition, mais qui puisse aussi affaiblir le camp du pouvoir. Ah non, non. Mais moi, je n'ai pas de nom. Mais justement, non, mais... Parmi les 4 candidats... Non, il n'y avait que 3 candidats de l'opposition. Mais les 3 candidats de l'opposition, le mieux placé en ce moment, c'était Sidi Mohamed Boubacar, pour être quelqu'un qui peut diminuer les forces. Pourtant, il a été passé par Bira. Oui, mais c'est pas ça. Bien sûr. Mais justement, mais si l'UFP avait voté, d'accord. Mais en parlant de rassemblement, quand on rassemble les forces, si on avait rassemblé le FNDI et qu'on avait pu trouver un candidat, que ce soit Boubacar ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce que c'était une politique de front. Ce n'était pas là une candidature de l'UFP ou une candidature d'un autre. Mais est-ce que Biram a tapé à la porte de l'UFP? Je ne suis pas au courant. Pour sa candidature présidentielle, non. Pourquoi on a une opposition atypique qui ne ressemble à aucune opposition au monde? Pourquoi Elle ressemble à toutes les oppositions en Afrique. Je m'explique. Il y a quand même des oppositions qui réussissent à dépasser leurs divergences, à se fixer un objectif, à faire des stratégies pour déboulonner un homme ou pour changer un pouvoir. Tout ça. En 92, absolument, on l'a fait. En 92, on l'a bien réussi. Et c'était sous notre instigation. Beaucoup de nos alliés n'en voulaient pas. Ahmed, moi j'ai envie de poser à Kayata une question avant que allez-y. Qui n'a vraiment rien à voir avec la crise. Mais vous êtes là. Je profite de la présence de Kayata pour lui demander, je ne sais pas si elle a vu le communiqué de la CVE aujourd'hui. La CVE a publié un communiqué relatif à ce fameux concours de recrutement des officiers. Dans un communiqué qui juge ce recrutement-là de discriminatoire.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà dit devant le Premier ministre qu'il y a, depuis des décennies, une politique de discrimination qui est consciemment programmée et qui est soigneusement mise en application. Et c'est cette politique qui donne aujourd'hui tous les résultats que nous voyons, y compris celui-là par rapport à ce concours des officiers. Moi, je me dis d'ailleurs qu'aujourd'hui, les négro-africains ne sont même plus dans les conditions de pouvoir compétir, de pouvoir faire un concours. Parce que tout simplement, c'est déjà programmé depuis des décennies pour qu'on arrive à cette situation. Donc ça, c'est le couronnement pour moi. Non, mais programmer, quand vous dites programmer, quand je dis programmer, ça veut dire que à la fois le système d'éducation, le système de gestion de l'État, des institutions de l'État, il y a eu une politique d'exclusion, de marginalisation qui a abouti. Quels sont ces événements de 1990-91? Pourquoi on a pris tout ce qui était dans les corps armés, de l'armée, la gendarmerie, la garde, la douane, partout. On a arrêté tout le monde, on en a tué, il y a eu des rescapés qui sont devenus presque des clochards, excusez-moi le terme, qui n'ont plus rien. Et jusqu'à ce qu'en réalité, les gens avaient même peur de s'engager. Mais Madame Labité, c'est ce qu'on pense. La porte est fermée parce que tout simplement, même ces concours qu'on organise, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? C'est ce qu'on pense au niveau de l'EFP, exactement. En tout cas, moi, je le pense. Non, mais vous, vos camarades à l'EFP pensent la même chose. Peut-être pas tous. Pour revenir un peu à la crise. Donc justement, non, mais parce qu'il nous reste plus de temps. Est-ce que moi j'ai juste une question, j'espère que ce ne soit pas la dernière, si vous avez une question. Oui, j'ai une question pour revenir à la crise. Rapidement. Pour demander à Kadiata qu'après 3 mois, la suspension sera levée. Votre suspension est décidée là. Est-ce que vous allez faire? Rester à l'IFP? Non, mais vous allez demander une question. Est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez quitter? Est-ce que vous allez former? Non, mais ne me posez pas la question après la suspension. Moi, je ne sais pas après la suspension ce qui va se faire. Moi, je sais ce que je ferai. Vous savez ce que vous allez faire? Moi, ce que je fais. Les gens veulent savoir ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de dénoncer cette fuite en avant que la direction de l'UFP est en train de faire opérer. Et vous n'avez pas l'impression qu'avec un coup d'œil dans le rétroviseur, on est en train de revivre le fameux UFD, FD1, 2, IFP bis. Ça fait partie de l'histoire des partis, parce que les partis, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas la famille. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit au moins ceux avec lesquels on partage quelque chose. Si on ne partage pas quelque chose, on ne peut pas rester ensemble en politique. Il faut bien qu'on partage. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous resterez ensemble et que vous arriverez à laver votre linge sale en famille et que l'IFP s'en sortira. Espérons donc sera on ne peut pas rester ensemble, ce sera le mot de la fin. Merci. Quand on ne partage pas grand-chose, on ne pourrait pas rester ensemble. On espère que vous resterez ensemble. Donc, au nom de votre nom, chers téléspectateurs, je remercie je remercie en votre nom Madame la députée Kadiata Malik Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à les questions. Et je remercie, cher confrère, M. Korul Sneiber, du journal de Kalam, pour m'avoir aidé à poser des questions à votre invité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir et à très bientôt.